Les producteurs de riz et de maïs au Togo, soutenus une fois encore par le gouvernement. Depuis ce mercredi, ils verront leurs différentes filières mieux structurées pour une meilleure production grâce à deux grands projets démarrés officiellement par le ministère en charge de l'agriculture. De leur côté, les éleveurs de volailles sont appelés à plus de rigueur et de respect des normes d'hygiène dans leurs fermes. Appel réitéré par les responsables en charge de l'élevage après abattage de volailles dans une ferme contaminée par la grippe aviaire à Adéti-Kopé. Et puis l'Italie est en deuil. Un fort séisme a frappé le centre du pays tôt ce matin. Bilan toujours provisoire, 120 morts. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Sozimana Nyazingbe. Nous vous proposerons le communiqué ayant sanctionné ce conseil dans le courant de cette édition. La lutte contre l'insécurité alimentaire et par ricochet, la précarité est l'une des priorités du gouvernement togolais. Et pour y parvenir, le gouvernement multiplie actions et stratégies, au nombre desquels les deux projets d'appui à l'organisation et à la structuration des filières maïs et riz. Projet mis à jour ce mercredi en présence des acteurs impliqués dans la gouvernance de ces deux filières. Les précisions avec Dédé Koussao et Nathalie Panege. Ils sont des acteurs impliqués dans la gouvernance des filières du riz et du maïs. Venus de toutes les régions du Togo, ils s'approprient le contenu et la stratégie d'intervention des projets de structuration des filières riz et maïs en vue de faciliter leur mise en œuvre sur le terrain. Il est bien vrai qu'il faut produire, mais pas pour il faut produire pour certains dans certains cadres. Donc ces deux projets viennent appuyer l'organisation des producteurs et leur structuration. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des produits qui répondent aux désirs du consommateur. On ne peut le faire seul à un niveau donné. Donc il faut un cadre permanent de concertation, de dialogue, d'échange qui puisse fédérer les idées, qui puisse les envoyer en retour aux producteurs. Le riz et le maïs ont été identifiés comme des filières importantes au niveau national et sous-régional pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'où l'appui de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Nous avons 5 filières prioritaires au niveau de l'UEMOA. Il y a d'abord la filière riz, la filière maïs, filière coton, la filière bétail, viande et volaille. À la fin de ces projets, c'est d'abord le développement économique des populations et la réduction de la pauvreté. Ça, c'est les deux aspects très importants. Nous ne voulons plus que les gens cultivent juste pour manger, mais cultiver pour vendre et même exporter. Les deux projets sont axés sur 3 composantes, à savoir l'appui à la structuration des acteurs dans les filières maïs et riz, le renforcement des capacités de gouvernance des acteurs des organisations professionnelles des deux filières et la capitalisation des résultats. Après détection d'un nouveau cas de grippe aviaire dans une ferme d'élevage à Adéti-Kopé, la direction en charge de l'élevage a procédé ce jour à l'abattage de volailles contaminées issues de cette ferme. L'heure était également à la sensibilisation
sensibilisation des éleveurs au respect des normes d'implantation d'une ferme d'élevage afin d'éviter tout désagrément et la propagation du virus H5N1. Les précisions avec Antoinette Homa. Va voir. Une fumée noire, mais pas ordinaire. C'est le signe de l'incinération d'importantes têtes de volailles ici à Adétikopé, dans la préfecture de Zio. Des cailles, canards et des pintades abattus pour cause de la grippe aviaire. Oui, c'est suite à une mortalité massive qui nous a été signalée le vendredi 19. Et suite aux analyses qui ont été faites à notre laboratoire central vétérinaire de Lomé, que nous avons découvert à la suite de ces analyses qu'il s'agit de virus de la grippe aviaire. Et dans de tels cas, les mesures conservatoires qu'il faut prendre, c'est ce que nous ferons de faire, c'est-à-dire l'abattage et l'incinération dans le foyer afin de circonscrire le mal. L'éleveur a perdu toutes les espèces là en un jour. Ils sont arrivés trop tard. Le premier signe, c'est le taux de mortalité élevé. Le deuxième signe, vous allez constater qu'il y a des formes nerveuses. C'est-à-dire qu'il y a des torticolis, il y a des cyanures, il y a des œdèmes. Donc tout ceci, vous devez appeler les services techniques rapidement. Approchez les services vétérinaires. La grippe aviaire est une maladie infectieuse des oiseaux, de la volaille, causée par différents virus dits de type A. Elle se transmet de volaille à volaille ainsi qu'à l'homme et peut être mortelle. Le Togo, longtemps considéré comme une zone indemne, vient d'enregistrer les tout premiers cas. Cette campagne d'abattage marque le début d'un processus devant aboutir à l'identification et à l'éradication de la grippe. Nous allons alors continuer cet exercice dans un rayon de 3 km autour du foyer afin de pouvoir assainir le milieu. Et enfin, dans un rayon de 5 km, nous procéderons alors à la surveillance active. Surveillance active, ça voudrait dire prélèvement quotidien des échantillons sanguins pour analyse et vérification afin de voir si le virus circule dans la zone ou non. Puis proviendra alors ce qu'on appelle l'interdiction des mouvements des volailles dans la préfecture. Nous sommes désolés que nous sommes arrivés à ce stade. C'est-à-dire avant d'installer l'élevage. Vous avez constaté vous-même que l'élevage cohabite avec la population. Alors que c'est proscrit dans le système d'élevage moderne. Parce que il y a un problème de contamination. La grippe aviaire est une zoonose, ça se transmet de l'animal à l'homme. Donc la manipulation en présence des hommes est vraiment dangereuse. C'est pourquoi nous travaillons conjointement avec le service et avec le ministère de la Santé. Nos collègues de la Santé passeront pour dérouler leur protocole. Selon les techniciens, les fermes d'élevage sont à proximité des habitations, ce qui est aussi à proscrire. Des campagnes de sensibilisation seront également organisées afin d'éviter la propagation. Au-delà,
Les zones affectées seront circonscrites et désinfectées. La direction de l'élevage appelle tous les citoyens à plus de vigilance et à une collaboration avec les différents services compétents. Et il faut noter que c'est un virus de type H5 qui a été détecté dans cette ferme d'Éthiopie en attendant les résultats définitifs des analyses pour confirmer ou infirmer la présence de grippe aviaire. Et les éleveurs doivent donc respecter scrupuleusement les normes requises pour produire de la volaille saine, mais aussi du bétail. Et pour vous en procurer, justement, vous avez le choix entre les vendeurs occasionnels aux abords de certaines routes ou vous rendre au marché de Bossimé, à Lomé, un carrefour commercial réputé pour ses vendeurs de bétail de tout genre. Une journée au marché de Bossimé avec Rachel Aokou comme guide. Regardez. L'univers du commerce de bétail à Lomé, le marché de Bossimé. On y trouve chèvres, moutons, bœufs, volailles de toutes sortes selon les préférences et les bourses. Ces animaux proviennent de divers horizons. C'est les Burkinabés qui nous amènent les bêtes de chez eux, ils nous amènent ici, nous les payons moutons comme chèvres. Et puis, à part ça aussi, il y a ceux d'être, par exemple, à Daparan aussi, on nous ramène aussi les moutons de Daparan. Il y a aussi ceux de Mango aussi qui viennent ici tous les dimanches. Il y a aussi Bassar aussi qui vient ici tous les lundis et vendredis. Il y a aussi ceux qui viennent ici tous les jeudis. Il y a aussi Djambadi aussi qui vient tous les mercredis. Les vendredis, il y a les frères ici qui quittent ici pour aller acheter les moutons à Vaughan. Il y a d'autres races qui ne sont pas généralement ni au Burkina ni chez nous au Togo ici. Cette activité génératrice de revenus connaît des hauts et des bas. En dehors des bonnes affaires qu'ils font, les commerçants de bétail de Bossimé sont également confrontés à des difficultés. J'ai commencé avec ma maman. Quand on voyait leurs difficultés, on a demandé à laisser les classes à venir les aider. En ce moment, c'était très bien. Chaque samedi, au moins tu peux économiser au moins 25 000, 30 000 la semaine. Mais de nos jours, rien ne marche. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. La place ne nous suffit pas comme ça. Nous avons aussi le manque d'eau. On n'a pas d'eau. Nous allons chercher ça dans la maison environnante pour les donner. Revendeurs et consommateurs viennent s'approvisionner ici pour répondre à leurs besoins. Les gens qui aiment la viande et faite comme ça, ils viennent acheter souvent ici. Mais ça dépend aussi de la manière dont tu fais ta viande, quoi. Aussi, les gens viennent en paix. Je viens acheter pour la consommation. Avant, une pentade était à 3 000 ou 3 200. Aujourd'hui, 3 700, c'est cher. Les commerçants dans ce marché sont bien organisés. Ils respectent les contrôles sanitaires recommandés avant de revendre les bêtes. Mais tous ne seraient pas toujours de bonne foi. On suspecte parfois des approvisionnements à partir des circuits clandestins, ce qui peut être dommageable pour les consommateurs, d'où les contrôles inopinés qu'effectuent souvent les services compétents de l'État. Direction maintenant Farandais dans la Bina, où depuis quelques jours, les patientes se font soigner dans une clinique mobile. Les médecins, ce sont des Américains arrivés dans la localité grâce à l'Alliance chrétienne pour le développement intégral. Objectif, amener l'hôpital
aux malades nécessiteux où qu'ils se trouvent. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. En ville indienne, chacun attend son tour pour être pris en charge. À Farangde dans Abina, une clinique médicale mobile est de passage. Les malades l'ont pris d'assaut. Ce sont des médecins américains qui assurent les soins. Ils ont été sollicités par l'Alliance chrétienne pour le développement intégral, elle-même partenaire de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Vu leurs objectifs qui cadrent avec les nôtres, nous avons tissé ce partenariat il y a déjà 3 ans de cela. Et c'est dans ce cadre du partenariat que nous avons initié ce projet de clinique médicale mobile gratuite, entièrement gratuite. L'Alliance chrétienne pour le développement intégral n'est pas sa première clinique médicale mobile. Plusieurs localités du Togo ont déjà bénéficié de cette opération. La CDI traduit ainsi dans les faits sa vision qui est d'apporter l'amour de Jésus-Christ aux populations. La Bible nous dit que Jésus, partout où il va, il guérit les malades, il leur donne à manger et il chasse les démons. Ça veut dire que Jésus s'occupe non seulement du spirituel, mais également du physique. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à Farangde. Nous avons des spécialistes, mais nous ne rentrons pas dans les détails de leur spécialité. Nous avons des chirurgiens, mais on ne peut pas opérer sur place. Mais s'il y a des cas urgents, nous les évacuons au centre de santé le plus proche d'ici. Donc ça fait 5 années consécutives que nous organisons la clinique mobile gratuite, à savoir à Palimé 2 fois à Palimé, une fois à Agnié et à Nyamasila, une autre fois l'année dernière on était à Tablibo et cette année-ci on est dans la région de la Kara. Les malades sont venus avec des pathologies diverses et tous n'ont qu'un seul souhait, être soulagés. C'est mon enfant qui est indisposé. Il a des démangeaisons. Ceci est accompagné d'une toux et d'une élévation de sa température. Je l'ai amené plusieurs fois à l'hôpital, mais ça continue. Alors quand j'ai appris qu'il y a cette opération, je suis venu avec lui. Nous avons été bien accueillis. Il a été traité. J'attends maintenant les médicaments. On a diagnostiqué mon mal. On m'a donné des médicaments et que je dois prendre pour être soulagé du mal dont je souffre. Quand le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit et nous sommes sûrs que nous serons guéris. Les initiateurs ont prévu de toucher au moins 1000 patients ici à Farangde, qui constitue la deuxième et dernière étape de cette clinique médicale mobile de la CDI dans la région de la Kara. La Sahoudé dans la Koza a été la première étape. Là, 1250 personnes ont été consultées et soignées. Et je vous le disais en début de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faurice Zimna Nyazimbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 août 2016 au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faurice Zimna Nyazimbe. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 2 décrets, écouté 5 communications et des divers. Le premier décret adopté par le Conseil porte nomination d'un huissier de justice dans le ressort du tribunal de première instance de Lomé, prenant en compte des dispositions légales en la matière, notamment la loi numéro 2011-043 du 30 décembre 2011, il est procédé au remplacement du titulaire de la charge numéro 15 à Lomé. Le deuxième décret est relatif à l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche, APIZF.
Afin de rendre opérationnel l'API-ZF, au vu du nombre croissant et significatif de demandes d'agrément d'investissement en attente et pour lui assurer une efficacité plus accrue, le présent décret adopté par le Conseil modifie les dispositions du décret numéro 2013-092/PR et réaménage le Conseil de surveillance et le Conseil d'administration, dont les membres seront choisis uniquement sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérée. L'opérationnalisation de l'API-ZF permettra de booster les investissements nationaux et internationaux dans tous les secteurs d'activité, ce qui permettra la création d'emplois et de richesses pour les populations. Au titre des communications, la première suivie par le Conseil est relative à la restructuration des corps des gardiens de préfecture et des sapeurs-pompiers. Il apparaît que dans le cadre de la modernisation des forces de défense et de sécurité entamée depuis 2005, un vaste chantier de refondation est conduit avec succès, induisant d'importantes réformes avec des recrutements réguliers et l'acquisition d'équipements modernes pour renforcer d'une part les effectifs, d'autre part les moyens d'action de nos forces de défense et de sécurité. Pour soutenir cette dynamique et en prenant en compte le fait que le corps de gardiens de préfecture ont perdu la plupart de leurs attributions au profit notamment de la police et des surveillants de l'administration pénitentiaire, le Conseil donne mandat au ministre de la Sécurité et de la Protection civile et au ministre de la Justice d'engager les réflexions devant conduire à une révalorisation de la mission du personnel des corps des gardiens de préfecture. Par ailleurs, et pour assurer une pleine capacité au corps des sapeurs-pompiers et renforcer le personnel et le matériel du dit corps, il sera engagé une révision du statut juridique de ce corps qui a un rôle stratégique dans la protection civile des populations. La seconde communication suivie par le Conseil est relative à l'attribution de la licence 4G aux opérateurs mobiles Togo Cellulaire et Move. Poursuivant l'objectif de faire de notre pays un hub numérique dans la sous-région et dans la logique d'assurer la disponibilité de l'Internet à haut débit et d'en faire un bien de grande consommation, le Conseil instruit le ministre des Postes et de l'économie numérique d'engager des négociations avec les opérateurs de mobile du Togo pour l'attribution de licences 4G. L'octroi de cette licence 4G devrait permettre d'accélérer la baisse des prix, améliorer la qualité de service et la disponibilité de l'Internet haut débit sur le plan national. La troisième communication écoutée par le Conseil est relative à l'attribution des licences à des fournisseurs d'accès Internet au Togo. Pour accompagner les grands projets en cours d'exécution en vue de l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de la connexion Internet dans notre pays, entre autres la construction d'un data center, la mise en place d'un point d'échange Internet, la construction d'un réseau de fibre optique de 140 km reliant plus de 450 structures, la mutualisation des efforts de Togo Télécom et de Togo Cellulaire, le Conseil des ministres a instruit le ministre des Postes et de l'économie numérique d'envisager l'attribution par appel d'offres de 3 nouvelles licences à des fournisseurs d'accès Internet au Togo. L'arrivée de ces nouveaux opérateurs permettra de renforcer la concurrence, d'améliorer la qualité de service Internet et de baisser sensiblement les coûts. La quatrième communication est relative à l'examen du Togo au titre du second cycle de l'examen périodique universel EPU devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Au cours de ce second cycle de l'examen périodique universel, dont la 26e session se tiendra à Genève du 31 octobre au 11 novembre 2016, notre pays présentera les mesures et les actions entreprises
en réponse aux recommandations formulées au Togo lors de son précédent passage devant le Conseil en 2011. Il est à noter que déjà lors de l'examen du rapport à mi-parcours présenté en 2014, l'institution onusienne a noté avec satisfaction les progrès enregistrés par le Togo en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et catégoriels, puis se féliciter de la pleine adhésion de notre pays au mécanisme de l'EPU. Le Conseil a enfin suivi une communication relative à la 41e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA, tenue à Brazzaville du 13 au 17 juin 2016. Il est apparu qu'en dépit des difficultés de mobilisation à bonne date des contributions des États parties, que l'institution a fonctionné normalement. Les partenaires techniques et financiers de l'institution se sont également félicités du succès de l'OHADA, des révisions de certains textes harmonisés et des efforts en cours pour rénover les bureaux de l'institution. Toutefois, des fautes graves ont été constatées dans la gestion financière de la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA et de l'École régionale supérieure de la magistrature ERSUMA. Le Conseil des ministres de l'OHADA a dû, après enquête, mettre fin aux fonctions des responsables de 10 institutions rattachées à l'OHADA. Au titre divers, le Conseil a été informé de la tenue de la 3e réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer, demain 25 août 2016, en prélude au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique que notre pays abritera du 10 au 15 octobre 2016. Les conclusions de cette 3e réunion conforteront les décisions qui seront prises au cours du prochain sommet de Lomé. Par ailleurs, pour accentuer la sensibilisation, une série de tournées pilotées par les membres du gouvernement sera organisée dans les prochains jours dans les 5 régions économiques de notre pays. L'objectif est d'assurer l'appropriation par les populations togolaises des enjeux de la sécurité maritime pour le développement de notre pays. Le Premier ministre a félicité, au nom du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le succès de sa dernière mission en Israël, qui permet à notre pays de bénéficier de nouveaux axes sécuritaires pour son développement. Toujours, au titre des divers, le Conseil a été informé du démarrage du Hajj 2016 depuis le 22 août dernier, avec le départ d'une première vague de 700 pèlerins sur 1650 inscrits. Les pèlerins ont fait l'objet d'un suivi médical avant leur départ. Le Conseil a également été saisi de l'enregistrement d'un fort taux de mortalité dans 2 foyers avicoles à Adétikopé et à Didogomé. Les premiers résultats du laboratoire de détection de virus révèlent la présence du virus H5. Des échantillons ont été envoyés à l'extérieur pour des examens approfondis. En attendant, des mesures d'urgence ont été prises, entre autres, la destruction totale des œufs et des proviandes dans les 2 foyers, la mise en quarantaine des 2 foyers, une surveillance plus accrue des marchés de la capitale, le contrôle des autres fermes avicoles avec prélèvement des échantillons sur un rayon de 3 km autour des foyers, la désinfection des foyers, l'indemnisation des éleveurs victimes d'abattage et l'interdiction de mouvement de volailles pendant 1 mois dans les préfectures d'Agoigny-Ivé et du Golfe. Le Conseil a également suivi le compte rendu de la tournée de sensibilisation du garde des Sceaux auprès des surveillants de l'administration pénitentiaire sur l'éthique et la déontologie de leur corporation. Bien de manquements, de déviances et de fautes professionnelles ont été relevés et des propositions de solutions ainsi que des sanctions sont en cours de mise en œuvre. Enfin,
Le conseil a été informé de la tenue du concours d'entrée à l'école de formation sociale qui aura lieu le 1er septembre prochain. Fait à Lomé, le 24 août 2016, le Conseil des ministres. Sécurité à présent et sécurité routière. Le gouvernement multiplie ses actions et initiatives pour moins de morts sur nos routes. Mais à l'action du gouvernement s'ajoute depuis peu celle de certains jeunes. Vous les voyez sûrement aux abords des routes à Lomé, rappelant souvent les règles de sécurité aux usagers. Une sorte de sécurité routière renforcée que nous font découvrir dans le dossier qui suit Marceline Tchakbala et Lys Djamil. En 2014, le nombre de décès liés aux accidents de circulation était de 524. Avec le port obligatoire de casque et de ceinture de sécurité initié par le gouvernement togolais, ce chiffre est en légère baisse et on parle de 239 cas de décès au premier semestre de 2016. Les chiffres pourraient baisser plus encore si tous les usagers se conformaient vraiment au respect du code de la route. Quand on parle d'accident, c'est nous-mêmes nos comportements inciviques que nous affichons vis-à-vis de la route. Vous allez remarquer que quelqu'un, il est sans casque, quelqu'un se positionne sur le passage clouté, quelqu'un dans sa voiture ne met pas sa ceinture de sécurité, les conducteurs de taxi, moto qui sont à des vitesses pas possibles dans des agglomérations. Éduquons sur les comportements civiques à adopter sur les axes routiers afin d'amoindrir le taux d'accident sur nos axes routiers. Le projet de renforcement de capacité des étudiants en sécurité routière et en éducation civique promotive propose sa solution. Déployer des agents en différents carrefours pour rappeler les bonnes attitudes. Il s'agit ici de stopper toute tentative de personnes qui oseraient passer alors que le feu est rouge. C'est prohibé par la loi, le code le refuse. Quand le feu est rouge, il faut nécessairement s'arrêter, attendre le feu vert. Quand le feu est orange, nous leur demandons de faire un peu de calme, ralentir, au besoin de s'arrêter. Voilà. En s'arrêtant, il faut toujours avoir le flair de respecter une ligne que nous appelons le passage clouté. Comme ça, tout usager de la route doit s'arrêter derrière le passage clouté pour permettre aux piétons de traverser. Quelle est la ligne qui leur permet de s'arrêter? Il y a une ligne qui s'appelle la ligne de démarcation. À part cela, nous contrôlons les usagers de la route qui quittent leur couloir et rentrent dans le couloir des autres. Mis à part cela encore, nous avons toujours eu l'instruction de réveiller la conscience à tout usager comme véhicule, d'être en règle, comme par exemple le port de la ceinture de sécurité ou avoir l'assurance avant de prendre sa voiture ou encore avoir sa visite technique à jour. Les difficultés sont énormes. D'abord, d'autres usagers pensent qu'on n'a pas pris le temps de retracer de façon visible les traits horizontaux. Ce qui fait que ça les empêche de pouvoir observer à tout moment cette traits auxquels nous les appelons à l'ordre. Et aussi des fois, quand vous approchez certaines personnes, l'allure à laquelle la personne elle ne lui permet pas de s'arrêter au niveau où vous voulez. Donc, quand vous les voyez, ils arrivent à une certaine allure que vous-même, vous ne pouvez pas vous tenir debout pour leur dire que non, arrêtez-vous à cet endroit. Donc, ça fait que il y a certaines personnes, vraiment, à ce carrefour-là, il y a un grand problème parce que les gens, vraiment, ne prennent pas conscience de ce que nous leur faisons savoir. Ceci est la phase pratique du Promociv, un projet qui
qui sera aussi mise en œuvre à la rentrée universitaire prochaine dans l'enseignement supérieur. Direction maintenant l'Italie, où la terre a tremblé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter qui a secoué le centre du pays, faisant s'effondrer carrément plusieurs habitations. On dénombre au moins 120 morts et plusieurs blessés, mais beaucoup de victimes sont toujours coincées sous les décombres ce soir dans le pays. Il est vivant. Il est vivant. Depuis ce matin, les secours font tout leur possible pour dégager les victimes des décombres. Ils savent que les premières heures d'un tremblement de terre sont décisives. Chaque personne secourue est immédiatement conduite à l'hôpital. Tout a commencé la nuit dernière. Il est 3h36 du matin, la terre vient de trembler dans cette région montagneuse à 150 km au nord-est de Rome. Un séisme de 6,2 sur l'échelle de Richter. Nous sommes dans un village près de la zone de l'épicentre. Dans les rues, quelques habitants réveillés par la secousse. Avec une simple lampe torche, un gendarme part en reconnaissance. Oh mon Dieu, dit-il. Au détour d'une ruelle, il découvre l'ampleur du désastre. La plupart des maisons sont totalement effondrées. On n'entend aucun cri. Un peu plus haut, il passe sans même la voir devant une voiture complètement recouverte de débris. Ce sont en fait plusieurs villages qui ont été durement touchés. Quand le jour se lève, des dizaines de bénévoles fouillent les décombres à main nue. À ce moment-là, il n'y a quasiment aucun secouriste. Les habitants se débrouillent tout seuls. Un peu plus loin, une femme en robe de chambre appelle une de ses proches, Chiara. Les gens s'entraident, ils font face. Moi, j'ai réussi à sortir par la fenêtre, dit cet homme. Il serre ensuite dans ses bras l'une de ses proches. Parfois, un miracle a lieu. Ici, des habitants avec 2 gendarmes viennent de sortir des ruines une rescapée. Ils la posent avec d'infinies précautions sur un sommier et ils l'évacuent rapidement. Autour, on n'aperçoit que des blessés, allongés à même le sol, et des habitants totalement perdus. Je ne sais pas quoi dire. C'est une tragédie. On espère qu'il y aura le moins de morts possible. Il faut qu'on soit courageux. Un peu plus tard, les premiers secours arrivent. Ils découvrent des maisons éventrées, une situation d'extrême urgence. Par petits groupes, ils se répartissent le travail et ils commencent leurs fouilles sur différents lieux. Mais il manque de tout. Nous avons besoin de tronçonneuses, de pinces coupantes, de pelleteuses. Vous savez, ici, il y a encore au moins 70 personnes coincées dessous. Un peu plus loin, on aperçoit un habitant qui tente de réconforter une dame âgée, coincée sous les décombres. On aperçoit juste son bras, ensanglanté. Vous pouvez bouger? Vous pouvez respirer? Vous y arrivez? Écoutez, l'important, vous devez rester tranquille. Les pompiers arrivent. On va vous enlever tout ça. On ne veut pas vous faire de mal.
La femme répond faiblement, mais elle bouge le bras pour montrer qu'elle est bien vivante. Et 1 heure plus tard, elle sera dégagée vivante et conduite à l'hôpital. En fin de matinée, de gros moyens et des dizaines de secouristes commencent à travailler de manière plus efficace. Mais la situation reste très difficile. Et en Louisiane, aux États-Unis, ce sont les pluies torrentielles de mi-août qui ont causé des inondations sans précédent. Et après plusieurs jours d'attente, les populations de la ville ont finalement eu la visite de celui qu'elles espéraient toutes, le président Barack Obama, qui appelle à la solidarité avec les sinistrés. Retour en page nationale où se poursuit l'opération de sensibilisation des contribuables de l'OTR sur le civisme fiscal. Depuis le début de cette semaine, ce sont les couturiers, couturières et tailleurs qui vont à l'école, à cette école civique. L'étape du quartier d'Adamavour ce soir avec Luc Assis et Lys Jamil. Des impôts, une nécessité, un devoir civique qui incombe à tous les contribuables. Le sujet longuement abordé entre une délégation de l'Office togolais des recettes OTR et les membres du syndicat des couturières et tailleurs du Togo d'Adamavour et d'Afemé. Le fonctionnement de l'OTR, le régime d'impôt que doivent payer ses artisans et l'importance pour eux de déclarer leurs comptes étaient également au menu de ces échanges. On ne sait pas que si on est dans l'année nouvelle, on doit aller se faire déclarer. Donc maintenant, quand on a appris aujourd'hui que la déclaration est mieux de ne rien faire que d'asseoir avant qu'ils eux-mêmes viennent d'abord, avant que nous n'ayons chez eux. Donc là, ça nous a éveillés. Donc prochainement, ça ne serait plus de les attendre qu'eux-mêmes viennent d'abord avant qu'on aille là-bas. On va aller chez eux, se faire déclarer et en attendant, si nous avons la possibilité, on permet tant. Aujourd'hui, on est venu nous sensibiliser que, bon, comment on va faire aller voir les agents pour payer les impôts, prendre les numéros d'immatriculation, faire identification, payer l'impôt, c'est bon. Tu serais libre pour travailler, pour qu'on réaménage le pays, tu vas payer l'impôt. L'Office togolais des recettes, à travers cette série de sensibilisation, initie les artisans au système minimum de trésorerie et le livre de dépenses. Nous les invitons à tenir un compte, même si c'est dans un cahier qu'ils marquent les activités, puisque aujourd'hui, ceux que nous avons rencontrés sont des tailleurs et sont des prestataires de services. Ils ne vendent rien, mais ce que nous appelons les prestataires de services. Donc, chaque fin du mois, au cours de la journée, nous les invitons à tenir un compte dans un cahier pour leur permettre de faire leur déclaration à la fin de l'année à l'aide d'un petit comptable. Et aujourd'hui, nous avons la chance que l'État a mis à la disposition des contribuables les centres de gestion agréés. Et nous leur avons parlé de ça et qui se situe au niveau de la Chambre du commerce. L'impôt sert à payer, par exemple, les fonctionnaires. Et aujourd'hui, nous nous sommes regroupés au sein d'une école, Azipévi. Et ce sont les impôts que nous payons qui aident l'État à construire ces infrastructures. Nous avons aujourd'hui les routes un peu partout qui se construisent. Pour les artisans ou prestataires de services, le taux d'imposition de l'impôt est de 8,5%. Tout retard dans le paiement est sanctionné d'office par une pénalité de 10% du montant dû. De même, la non-déclaration de résultats suivant le système minimal de trésorerie avant le 31 mars est sanctionnée par une amende. Et vous aurez d'autres informations
informations sur les activités de l'Office togolais des recettes tout à l'heure à partir de 21h dans le magazine Le Contribuable. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.